La file d'attente devant les bains publics commence avant l'aube. Des adultes vêtus de laine épaisse, munis de paniers à linge et de bottes de brindilles sèches, attendent patiemment devant les portes où l'odeur du chêne humide se mêle à celle de la cendre chaude. À côté, près de l'évacuation, une planche avec les amendes est accrochée à un crochet. Les blanchisseuses ne doivent pas verser la lessive dans le canal d'eau potable. Les cendres doivent être conservées jusqu'à leur transport dans la cour commune. Les seaux d'eau usés ne peuvent être vidés qu'après le signal de la cloche. Ce n'est pas une image de saleté éternelle, mais un ordre bruyant de propreté qui sera perturbé plus tard. Et c'est précisément pour cette raison que ce ne sont pas les règles, mais les interdictions qui resteront dans les mémoires. Je vous souhaite la bienvenue. Dites-moi d'où vous regardez cette émission, de quelle ville et de quel pays, et je m'efforcerai d'être votre guide tranquille. Écrivez dans les commentaires comment la question de l'eau et des égouts est résolue dans votre région, et je vous souhaite une écoute attentive. Vous trouverez ci-dessous une chronique aride mais inquiétante sur les bains, les blanchisseries et les registres de sanctions qui reflètent la vie réelle et non une caricature. Le quotidien dans ces textes sent la fumée. Les règlements des bains exigent que les chauffeurs adultes gardent une réserve de bois sec pour plusieurs jours, notent le prix des bûches en toutes lettres et enregistrent le nombre de fois par semaine où les pierres sont arrosées. Ils énumèrent également les herbes autorisées dans le hammam, les personnes autorisées à allumer le feu et les moments où il est possible d'aérer les portes donnant sur la rue. Le règlement prévoit un horaire pour les hommes et les femmes, mais l'essentiel n'est pas l'horaire, mais les règles d'hygiène. L'eau est renouvelée, les boues sont évacuées, les cendres sont séchées et utilisées pour la lessive. En cas de pénurie de bois, le bain réduit ses heures d'ouverture, mais n'annule pas le régime d'évacuation des déchets. Sur le banc à l'entrée est affichée la liste des habitués qui apportent leur contribution en bois ou en argent et ont le droit de vote en cas de plainte. Ainsi, la propreté se transforme en comptabilité, on paie pour le chauffage, on est responsable de l'évacuation des eaux usées, on est tenu de veiller à l'ordre. Les légendes aiment l'obscurité, mais les documents aiment les voisins. Les plaintes adressées à la mairie sont toujours les mêmes. Les lavandières adultes lavent trop près de la source communautaire, la lessive s'écoule dans le fossé potable, les enfants des cours artisanales jouent près des fossés et dispersent les cendres, ce qui fait que l'odeur reste dans la rue plus longtemps que prévu. La mairie exige que les lavandières rincent les tissus dans le canal de dérivation inférieur et non en amont, et inflige des amendes plus ou moins lourdes en fonction du nombre de récidives. Les propriétaires de bains publics sont tenus de nettoyer la rigole en pierre et de fournir des clapets en bois pendant les périodes de forte affluence. Ces petites choses, nées des plaintes des voisins, constituent le squelette de la propreté urbaine. Ce ne sont pas des héros, mais des listes. Les prix du combustible sont le baromètre le plus compréhensible. Pendant les mois froids, le prix du fagot augmente et la ville commence à subventionner les bains publics avec du grain ou un report de paiement du loyer afin de ne pas fermer les poêles. Les statuts prescrivent d'accorder l'entrée gratuite aux adultes pauvres, figurant sur la liste de la paroisse plusieurs fois par semaine, mais uniquement à l'heure où il y a le moins de monde afin de ne pas troubler l'ordre public. Le droit de se laver devient un sujet de comptabilité et non une aumône. Des remarques sévères y apparaissent également. Il est interdit d'emmener au bain les malades atteints de la peste en cas de danger déclaré. Il est interdit de laisser les portes ouvertes si de mauvaises nouvelles circulent dans le quartier. Non pas parce que le bain est un mal, mais parce que la peur de l'eau dans les yeux des gens est plus forte que le souvenir d'un seau d'eau bouillante avec de la cendre. Le premier revirement préparé se cache dans le mot « fermeture ». Pendant les épidémies, la ville ferme temporairement les bains publics, appose des seaux sur les portes et répartit les chauffeurs dans les cours pour que la chaleur ne se disperse pas.
Des années plus tard, cette mesure sera interprétée comme la preuve d'une saleté éternelle, comme si les gens préféraient la puanteur à l'eau. En réalité, la fermeture était une mesure sanitaire et non une question de philosophie. Pendant la période de danger, les bains publics étaient interdits, mais le lavage à la lessive et l'aération des cours n'étaient pas supprimés. Les blanchisseuses étaient transférées vers les dérivations inférieures, où l'eau emportait les impuretés plus loin en aval, et on les obligeait à faire bouillir le linge plus longtemps que d'habitude. Les factures montrent l'achat de combustible supplémentaire pour les grandes chaudières. Seul le mot « fermé » restera dans les légendes, tandis que les livres conserveront une longue colonne de dépenses pour l'ébullition. Le deuxième tournant est imperceptible, mais plus aigu, les registres des amendes. Là où les récits se moquent de l'hygiène absurde, la réalité présente des lignes soignées. Les blanchisseuses adultes sont condamnées à une amende pour avoir déversé de la lessive en amont. Le propriétaire du bain est puni pour ne pas avoir nettoyé la gouttière. Le commerçant qui a déversé des cendres sur le trottoir est tenu de les transporter jusqu'à la cour communautaire. Les artisans sont avertis pour avoir stocké de la laine sale près du point d'eau. Les montants sont modestes, mais la répétition est fréquente. Chaque feuille est une petite pompe qui transfère la saleté du quartier résidentiel vers la périphérie. Ces registres montrent comment la propreté fait partie intégrante de l'économie urbaine. Les amendes couvrent le travail des porteurs et des gardiens, et l'ordre se transforme en travail rémunéré. Le troisième tournant concerne le langage moral. Les moralistes tardifs préféraient voir dans les bains publics un lieu de débauche et se réjouissaient de leur fermeture comme d'une victoire des bonnes mœurs. Cependant, les statuts en disent autrement. Les adultes se lavent, les artisans se lavent, les malades auxquels le médecin prescrit des bains de vapeur se lavent, mais uniquement à des heures déterminées et sous la surveillance d'un gardien. À l'intérieur, les fêtes bruyantes ne sont pas les bienvenues. À l'entrée, ceux qui apportent du vin ne sont pas appréciés. Le règlement punit non pas l'intimité, mais la saleté, ce qui brouille l'image selon laquelle les gens vivaient dans une puanteur éternelle et ne connaissaient pas l'eau. L'idéologie tardive a voulu des siècles obscurs, mais les livres de contes nous ont laissé des achats de balais et le séchage des cendres. La vie quotidienne semble aride, mais c'est elle qui soutient le récit. Certains jours, la ville ordonne de fermer les égouts lorsque la rivière est en crue, afin que la saleté ne revienne pas dans les cours par débordement, et punit ceux qui ouvrent les vannes avant l'heure. Certaines semaines, il est prescrit de conserver les cendres dans des caisses plutôt que dans des paniers ouverts, afin que le vent n'emporte pas la poussière sur le marché. À certaines heures, il est interdit de faire la lessive dans le cours supérieur de la rivière en raison des rituels et des processions, afin que l'eau ne sente pas le soufre près des portes du temple. Tout cela rapproche la logique sanitaire du calendrier religieux, et c'est à cette jonction que naît une tension. L'ancienne habitude de la propreté ne disparaît pas, mais elle est freinée afin de ne pas irriter les voisins et de ne pas inquiéter les personnes qui craignent la contagion. Une autre couche est visible dans les calculs de combustible. Afin de maintenir une vapeur uniforme, les chauffeurs coupent le chêne en bûches identiques et notent leur consommation pendant la nuit. En cas de pénurie de bois, la ville distribue du charbon, mais exige de ne pas enfumer la rue et de nettoyer les tuyaux plus souvent. Des paniers contenant des cendres sélectionnées apparaissent dans les magasins que les blanchisseuses achètent pour une somme modique. Les cendres sont la monnaie de la propreté quotidienne. La lessive est bouillie longtemps, le linge est bouilli jusqu'à ce que le tissu cesse de grincer à cause de la graisse, et ce n'est qu'après cela que le rinçage est autorisé dans les canalisations, où le courant emporte les impuretés. Dans les quartiers pauvres, on fait bouillir sans même aller au bain, dans des chaudières installées dans les cours, et c'est aussi de la propreté, et non son absence. Lorsque la ville est effrayée par la peste, l'ordre est perturbé, mais il ne disparaît pas. Les bains publics sont interdits,
Les heures de travail des blanchisseuses sont réduites, les lieux de rinçage sont déplacés, les amendes pour violation des cours d'eau sont alourdies. Les gardes patrouillent les ponts, surveillent les vannes, exigent que les eaux usées soient conservées jusqu'au soir et transportées dans les fosses à compost de la communauté. La sévérité n'est pas dirigée contre l'eau en tant que telle, mais contre l'accumulation de corps dans une même pièce et contre le mélange des eaux usées avec le réseau d'eau potable. Les récits tardifs ne retiendront que les cris contre la saleté, alors que la réalité nous montre obstinément la discipline. Là où l'on craint la maladie, on compte les seaux et les heures. Le conflit mythologique avec le document s'étire à partir de ces lignes, comme un fil tiré d'un tissu mouillé. Le mythe exige une image sombre, où personne ne se lavait et ne comprenait l'utilité de la vapeur. Le papier répond obstinément par des listes, qui étaient de garde près du poêle du bain, qui transportaient les cendres, qui payaient l'amende, qui déplaçaient le lieu de rinçage sous le pont, qui commandaient de nouveaux clapets pour les gouttières. C'est une vérité inconfortable, car elle détruit la simple moquerie. La réalité ressemble moins à une anecdote qu'à un inventaire. On y voit des adultes qui font la queue, fatigués, à l'aube, pour entrer dans les bains publics et qui se disputent devant le tableau des amendes. On y voit des lavandières qui traînent des seaux vers les canalisations inférieures. On y voit un gardien qui gâche la matinée en demandant de fermer le clapet. Et on voit la ville qui, craignant la contagion, ferme temporairement les portes du bain public, puis les rouvre avec le livre des dépenses, car sans ce livre, la saleté devient vraiment éternelle. À l'autre bout de la file d'attente pour le bain, on entend le grincement sourd des balances, le chauffeur pèse des brassées de bois et les note ligne après ligne dans un cahier, comme dans une boutique où l'on compte le sel et la laine. À côté, des balais sèchent sur un crochet. Sous la boutique se trouve un seau avec de la cendre pour le lessivage. Sur le mur, un tableau avec les horaires des sections pour hommes et pour femmes, et sous le tableau, un petit tableau des dépenses où sont inscrits les noms de ceux qui ont apporté des bûches ou une pièce de monnaie. En pleine semaine, les lavandières viennent ici avec leur bac en bois, et le gardien veille à ce que le rinçage se fasse dans le tuyau d'évacuation inférieur et non dans l'abreuvoir. Ceux qui enfreignent cette règle sont inscrits dans le registre des amendes. Les lignes sont sèches, répétitives, sans dramatisme, mais avec des conséquences. L'argent sert à réparer les clapets, à payer les porteurs, à transporter les cendres vers la cour commune. Et si ça sent la fumée quelque part dans les environs, c'est pas parce que les gens savent pas se laver, mais parce que la machine à nettoyer fonctionne, chauffant l'eau et brûlant du bois, transformant la graisse en cendre en lessive. Dans les ordonnances municipales, le feu et l'eau sont comme des voisins qui se disputent forcément, mais qui sont obligés de vivre côte à côte. Les règlements des bains prescrivent une chaleur uniforme, le changement de l'eau, le séchage du sol, l'aération des portes toutes les heures, l'interdiction d'apporter de la nourriture et du vin dans les hammams, l'interdiction de garder les balais près du foyer ouvert, la liste des herbes autorisées pour la vapeur. Dans ces mêmes livres, la ville rappelle aux artisans adultes qu'il ne faut pas stocker la laine sale près du canal de drainage supérieur et que les cendres doivent être transportées dans des seaux fermés. Les blanchisseuses sont autorisées à prendre des cendres dans les magasins selon des listes, mais elles sont averties qu'il est interdit de les répandre près du puits. Dans les lignes statutaires, l'habitude de la propreté se dessine de manière maladroite, mais claire: ébullition, vapeur, aération, vidange, transport, élimination. Ce n'est pas le tableau d'un âge sombre, mais le programme de travail des pierres chaudes et de l'eau froide. Pendant les mois froids, les prix du combustible grimpent et les villes commencent à manœuvrer pour que la vapeur ne s'éteigne pas. Les conseils municipaux réduisent le loyer des propriétaires de bains, leur donnent plusieurs charretées de bois en guise de paiement, parfois du charbon, à condition de nettoyer fréquemment les tuyaux,
et d'interdire de fumer dans les rues. Parallèlement, la paroisse organise des heures gratuites pour les adultes pauvres, non pas pour le spectacle, mais pour la prévention, car la saleté dans les quartiers surpeuplés coûte trop cher. Ces lignes contredisent la légende selon laquelle les gens vivaient sans eau et ne connaissaient pas les bains. La réalité montre une économie de chaleur où la propreté n'est pas un caprice, mais une dépense que l'on s'efforce de ne pas réduire à néant, même pendant les hivers rigoureux. On y voit également une vérité désagréable. Lorsque le combustible vient à manquer, les bains publics passent temporairement à un horaire réduit et une partie des travaux de blanchisserie est transférée dans les cours, où le linge est bouilli dans de grandes chaudières et où le drainage est strictement contrôlé. Les voisins sont les principaux rédacteurs de l'histoire sanitaire. Les plaintes adressées à la chancellerie sont toutes identiques. Dans un immeuble, on jette la lessive au pied de l'escalier. Dans un autre, on garde des seaux près du canal d'eau potable. Dans un troisième, on fait sécher la laine au-dessus de l'égout commun, ce qui fait que l'odeur persiste pendant des jours. La réponse est prévisible: amende, injonction, contrôle de l'exécution dans les jours qui suivent. Une récidive entraîne une amende plus lourde et une inscription dans le registre trimestriel. Ces inscriptions ennuyeuses sont le pouls de la propreté urbaine. Il n'est pas bruyant, mais constant. Là où les pamphlets tardifs caricaturent la saleté éternelle, les journaux municipaux consignent méthodiquement qui a ouvert la vanne et quand, qui a nettoyé la gouttière, qui a acheté de nouveaux seaux et qui a transporté les déchets à la périphérie. Avec l'arrivée de l'alerte épidémique, l'ordre ne disparaît pas, il change de forme. La fermeture temporaire des bains publics apparaît sur le papier comme un frein sanitaire. Les portes sont scellées, les poêles sont éteintes, les chauffeurs sont répartis dans les cours pour faire bouillir le linge dans des chaudières, le rinçage est transféré vers les conduites inférieures sous haute surveillance, les eaux usées doivent être conservées jusqu'au signal du soir et transportées vers les fosses communales. Les gardiens ont le droit d'arrêter les auges aux passerelles supérieures afin que les cendres ne tombent pas dans les sources. Les factures affichent un pic inhabituel de dépenses en bois et en cendres, car on fait bouillir plus longtemps que d'habitude. Plus tard, on interprétera cela comme « les autorités ont fermé les bains publics parce que la saleté est leur norme », alors qu'en réalité, la fermeture visait à éviter la promiscuité et non à promouvoir la malpropreté. La machine à nettoyer n'était pas arrêtée, elle était simplement redéployée dans un espace où l'air circule plus rapidement et où l'eau emporte les impuretés plus loin. La couche morale donne forme aux ombres, mais brouille les directions. Les prédicateurs aiment dénoncer les charmes des hammams et, dans les jours de peur, s'enivrent du mot « interdiction », comme si la fermeture elle-même était une victoire de la décence sur la chair. Cependant, les statuts et les registres des amendes en disent autrement. La principale préoccupation n'est pas la corporéité, mais les courants. Les sanctions sont infligées à ceux qui mélangent les eaux usées avec l'eau potable, qui rincent au-dessus des canalisations, qui ouvrent les portes des hammams à la foule dans la rue. À l'intérieur des bains, les précautions habituelles pour les adultes restent en vigueur. Horaires séparés, contrôle par un gardien, interdiction des festins bruyants. Ce n'est pas la bienséance qui ferme les portes, mais les calculs sanitaires. Et lorsque l'alerte est levée, la ville ouvre les fours avec des bacs rénovés et de nouveaux clapets, et dans les registres de quartier apparaît la mention tranquille « Travail repris », comme une note sur la réparation d'un toit. On voit ensuite une longue traînée de cendres. Elle passe de main en main comme une monnaie silencieuse de l'hygiène. Les blanchisseuses l'échangent contre des restes de tissu, les marchands l'accumulent dans des caisses, les chauffeurs la font sécher pour que la lessive soit forte et l'ébullition efficace. Dans les maisons pauvres, on fait la lessive selon un calendrier afin de ne pas surcharger les égouts, et on accroche des pancartes sur les portes avec des rappels indiquant
quand on peut sortir les ordures afin que les fosses du quartier ne débordent pas avant la pluie. C'est dans ces détails que se cache le principal conflit avec l'idéologie tardive des siècles obscurs. Une légère moquerie ne résiste pas à l'épreuve des comptes. Le quotidien investit régulièrement dans l'eau, la vapeur, les cendres et les gouttières propres. Ce qui est triste, c'est que ce ne sont pas ces dépenses qui restent dans les mémoires, mais la ligne sur la fermeture pendant la semaine de la peste, qui est sortie de son contexte et est devenue un mème sur la saleté éternelle. La logique sanitaire s'intègre dans l'urbanisme. Les rues où les fossés sont trop hauts reçoivent l'ordre d'approfondir les caniveaux. Les propriétaires de maisons sont obligés de réparer les gouttières afin que les eaux de pluie ne se déversent pas dans le fossé potable. Les trottoirs à proximité des sources sont nettoyés plus souvent et les bancs sont tenus de conserver les cendres sous un couvercle. Cela coûte de l'argent et du temps, mais cela se traduit par une diminution du nombre de plaintes et des odeurs. Ces mêmes ouvrages montrent le point de rupture. Lorsque la ville manque de fonds, elle réduit la fréquence des nettoyages, ce qui entraîne une multiplication des plaintes et une augmentation des amendes. Il n'y a rien de romantique là-dedans, seulement un équilibre fragile entre les finances publiques, le bois de chauffage et un voisinage qui perd patience. Le revers de la médaille de la discipline, c'est la fatigue. Les adultes qui se lèvent avant l'aube pour faire la queue devant le bain public ne se sentent pas comme des héros de la propreté. Ils savent que le tableau des amendes n'est pas là pour faire du spectacle, mais pour rappeler à la mémoire « Celui qui enfreint la règle paie, celui qui récidive paie plus ». Et à la troisième infraction, le gardien vient et oblige à transporter les déchets sur une charrette. La machine fonctionne sans inspiration, mais c'est précisément ce qui permet à la ville de rester loin de la caricature. D'où la triste conclusion qui transparaît à travers le papier. La réalité est plus complexe et plus difficile que le mythe, car elle exige chaque jour d'empiler du bois, de faire bouillir de l'eau, d'attendre son tour, de sécher le sol, de fermer le clapet et de le rouvrir à l'heure prévue. Et si, quelque part dans cette routine, on entend une alarme, elle est honnête. Dans les quartiers densément peuplés, la saleté est toujours à portée d'un seau non vidé, et seules les longues listes de règles de bain, d'amendes de blanchisserie et de dépenses communautaires la maintiennent de l'autre côté de la barrière. Tant que la ville vit au rythme de la vapeur et de la lessive, l'autre aspect de la propreté tourne autour des seaux et des fosses nocturnes. Les fosses d'aisance des cours sont organisées selon une chaîne de responsabilité. Le propriétaire doit fermer la trappe, le gardien du quartier vérifie le niveau, les charretiers de nuit sont tenus d'évacuer le contenu les jours indiqués vers les champs communaux avec le compost. Si la pluie tombe plusieurs jours d'affilée, les règles sont renforcées. Il est interdit de déverser les eaux usées dans la ruelle, il est interdit d'ouvrir les clapets des bacs en plein milieu d'une averse, il est obligatoire de garder les tonneaux fermés et recouverts de toile. Les registres des amendes contiennent les noms des adultes qui ont raccourci le chemin vers le fossé d'égout, et les montants qui y figurent ne sont pas symboliques. Ils servent à payer les personnes qui réparent les bacs pendant la journée et ferment les clapets dans les rues le soir. Ainsi, l'assainissement n'est pas une idée, mais un métier avec un salaire, des pauses, des outils et des pannes. L'eau arrive dans les maisons sur les épaules de ceux qu'il est facile de ne pas remarquer. Les porteurs urbains sont inscrits sur des listes qui indiquent les rues, les puits et les horaires. Il leur est interdit de puiser de l'eau avant leur tour et de laisser les couvercles ouverts, et une amende est prévue en cas de tonneau renversé. Lorsque le bain public du quartier ferme, ce sont ces personnes qui deviennent la partie visible de la machine sanitaire. Elles distribuent de l'eau bouillante aux blanchisseuses et aux personnes âgées, consignent dans le registre paroissial le nombre de trajets effectués dans la journée et reçoivent leur ration de cendres pour la lessive selon un horaire précis. Pas de romantisme, seulement un itinéraire, des traces de roues mouillées, des bleus sur les épaules
un tableau avec des croix pour chaque ascension. Le mythe préfère passer sous silence ces corps, car leur travail est incompatible avec l'image des gens qui ne connaissent pas l'eau. Les règlements des bains et des blanchisseries s'alignent sur les règles des marchés et des ports. À proximité des quais, il est interdit de rincer les tissus pendant le déchargement afin de ne pas mélanger la lessive avec l'eau potable des tonneaux des navires. Dans les marchés aux poissons, il est prescrit de fermer les gouttières avec des couvercles en planche afin que le sang ne s'écoule pas dans le fossé commun. Pendant les jours fériés, lorsque les foules envahissent les rues, les gardes obligent les propriétaires d'auberges à garder leurs déchets chez eux jusqu'au signal du soir. Toute infraction est punie non pas par des mots, mais par des chiffres qui sont retranscrits en toutes lettres. Tant de pièces pour la première infraction, davantage pour la récidive. Dans les pages grises de ces livres, on voit comment la ville tente d'empêcher le mélange de l'eau propre et de l'eau sale, bien que la frontière entre les deux soit ténue et mouvante, comme un filet d'eau dans une gouttière après la pluie. Vient ensuite ce qui sera plus tard interprété comme une caricature. Les notes sur les fermetures temporaires deviennent la légende, ils ne se sont pas lavés depuis des siècles. Mais à côté de cette feuille se trouve une autre où est indiqué qui a fait bouillir le linge et où, qui a distribué de nouveaux clapets, qui a posté des gardes près des ponts, qui a donné aux blanchisseuses des paniers pour les cendres, qui a acheté un stock supplémentaire de bois. Dans le même cahier, on trouve des plaintes contre des voisins qui ont déversé de la lessive au mauvais endroit et une liste de personnes qui ont payé une amende et déplacé leur bac plus en aval. Une seule ligne fermée suffit à susciter des moqueries ultérieures. Pour la vie de l'époque, les 12 lignes sur les détours pour rester propres sont plus importantes. C'est elles qui garantissaient que l'odeur ne restait pas dans les rues pendant des semaines et que le linge ne séchait pas avec une pellicule graisseuse. La logique sanitaire s'étend même au chauffage. Les chauffeurs tiennent un registre du combustible afin de ne pas encrasser les tuyaux et de ne pas éteindre les poêles en milieu de journée. Ils ont l'obligation de nettoyer les pierres et de sécher le sol entre 2 utilisations, sinon le hammam se transforme en grange humide. Lorsque le bois vient à manquer, la ville distribue du charbon, mais renforce les consignes d'aération et interdit d'ouvrir les portes en grand aux heures de grande affluence. Le chauffeur devient mi-mécanicien, mi-comptable. Il sait combien de bûches sont nécessaires pour une chauffe, combien de temps la vapeur tient, combien d'eau il faut verser pour rincer les bouts et combien de cendres il faut ramasser pour que les blanchisseuses aient assez pour faire bouillir la lessive. Ce n'est pas l'odeur de l'obscurité, mais le fonctionnement technologique d'une ville pauvre où chaque vêtement propre est payé en minutes et en combustible. Les registres municipaux révèlent un autre détail déplaisant pour le mythe. Les maladies des adultes conduisent régulièrement à des ablutions prescrites. Les notes médicales indiquent que la vapeur était prescrite à ceux qui souffraient d'arthrite, qui avaient mal au dos, qui avaient besoin de sécher l'humidité. Bien sûr, en cas d'alerte générale due à la contagion, les portes des bains publics étaient fermées. Mais en dehors des épidémies, l'eau était considérée comme une alliée et non comme une ennemie. Cela ne signifie pas que les villes disposaient d'une épidémiologie moderne, mais qu'elles possédaient des moyens simples, qu'elles n'y renonçaient pas volontairement et qu'elles ne considéraient pas la saleté comme la norme. La saleté était une menace et c'est pourquoi on érigeait autour d'elle une ligne de défense fragile mais tenace, eau bouillante, lessive, changement d'eau, aération, couvercle fermé, horaire. Là où les rues devenaient instables à cause de la pluie, les mesures sanitaires ressemblaient à un enchevêtrement de pierres. Les caniveaux étaient approfondis, les clapets lubrifiés, les passerelles en bois remplacées pour ne pas s'enfoncer dans la boue liquide. Les jours de vent transformaient la ville en atelier de couvercle, car chaque rafale arrachait les toiles des poubelles. Les gardes notaient qui réparait, qui paraissait, qui rejetait la responsabilité sur son voisin. L'indifférence était punie au même titre que la saleté, car dans l'étroitesse des quartiers,
l'inaction se transformait rapidement en odeur commune. Il n'y a ni héros ni méchants dans ces pages. Il y a des adultes qui, le soir, assis sur un banc, les manches mouillées, sont fatigués, et une ville qui rappelle à nouveau « sortir les poubelles ici, faire bouillir tant, fermer à telle heure ». Chaque « temps » est répété à voix haute afin de réduire le risque de confusion. Les villes portuaires tiennent leur registre avec une passion particulière, car l'eau des navires obéit à ses propres rythmes. On marque les tonneaux destinés à la consommation d'eau potable d'une croix au charbon, afin de savoir lesquels ont déjà été ouverts et lesquels ne l'ont pas été. Les tonneaux destinés à la lessive sont marqués différemment afin de ne pas les remplir accidentellement près de l'échelle. Les blanchisseurs sont obligés de travailler sur les pontons inférieurs, où l'eau est plus forte et où la boue s'écoule plus rapidement. En cas d'alerte épidémique, les échelles sont retirées des échelles d'embarquement et les tonneaux des navires sont fermés à double tour. Des personnes sont postées sur le quai pour veiller à ce que les eaux usées ne retournent pas vers le marché. L'observateur tardif ne voit qu'un panneau silencieux indiquant « fermé ». Le registre du service portuaire mentionne les gardiens, les échelles, les marques sur les tonneaux, les listes des personnes qui ont reçu les cendres et ont fait bouillir leur linge directement au bord de l'eau. La proximité des temples et des installations sanitaires semble être un sujet de discorde, mais s'avère souvent être un accord fragile. Certains jours, la lessive est interdite le long de la rue principale afin que les processions ne passent pas devant l'odeur de lessive. Après quelques heures, l'interdiction est levée et les lavandières retournent à leurs étals. Ceux qui ont enfreint la règle sont inscrits dans un registre, tout comme les propriétaires de boutiques qui ont déversé leurs déchets juste devant leur porte. Il ne s'agit pas d'une opposition entre propreté et foi, mais plutôt d'une question de temps et d'espace. La foi donne le rythme, les sanitaires définissent les itinéraires. Le conflit ne naît pas du mépris de l'eau, mais de la tentative de concilier un calendrier dense de rituels avec un emploi du temps chargé d'eau bouillante et de vapeur. Tant que les bains sont fermés, des chaudières poussent dans les cours. La ville distribue les cendres selon des listes, fournit des tonneaux supplémentaires à certaines parties du quartier, désigne des personnes chargées de surveiller les évacuations. Si l'odeur est à nouveau trop forte quelque part, le gardien ne va pas se disputer, mais noter la maison, la cour, l'heure, la température d'ébullition, d'après des indices indirects, le lieu de rinçage. Le lendemain, un nouveau clapet apparaît. Le surlendemain, le charretier vient chercher les scories. Ce cycle est fastidieux, mais il est la réponse à la moquerie mémorielle sur la saleté éternelle. La véritable éternité n'appartient pas à l'odeur, mais aux efforts répétés pour la faire disparaître. Dans les villes pauvres et surpeuplées, il n'y a pas d'autre éternité. Cette routine, comme tout travail avec l'eau, tend vers l'économie. Les gens font sécher leur linge sous des auvents pour éviter qu'ils ne prennent la poussière. Ils gardent les balais au-dessus des foyers pour éviter qu'ils ne moisissent. Ils apportent les pierres dans les hammams à tour de rôle pour ne pas éclabousser de saleté. Sur les bancs sont accrochées des pancartes, non pas avec des slogans, mais avec des horloges et des aiguilles indiquant à quel moment ouvrir les clapets. Le soir, les gardiens ferment tout ce qui peut être fermé, car la saleté nocturne est plus lourde que celle du jour. Le matin, les adultes font à nouveau la queue, et cette file d'attente n'a rien d'un mythe, mais bien d'une réalité. Du chêne humide, des cendres chaudes, de l'eau propre et un cahier où seront inscrits un nouveau nom, une amende, un volet, une brassée, une distribution. En somme, c'est cela le Moyen-Âge sale qui se lavait. Non pas la pureté des illusions, mais le travail qui ne demande pas d'applaudissements et qui est mal digéré par la caricature. La touche finale critique reste dans la mémoire. Les textes tardifs aiment laisser en gros plan la porte scellée du bain pendant la période de peste, car l'image est puissante. Mais si l'on tourne la page,
on s'aperçoit que cette image était une pause dans le cycle de travail. On nettoyait les bacs, on installait les clapets, on séchait les cendres, on faisait bouillir le linge plus longtemps, on le rinçait plus bas. Dans les documents, la propreté a toujours une texture fragile mais tenace. Somme, achat, répartition, amende, vérification, répétition. Et quand je regarde ce tissu, je n'y entends pas l'enthousiasme, mais l'inquiétude, honnête, laborieuse, avec une odeur de pierre chaude et de laine mouillée. Cette inquiétude sauvait mieux de la saleté que les caricatures, car elle s'accompagnait d'actions, seaux, volets, tisonniers, bacs, files d'attente, inscriptions. Ce sont précisément ces objets qui maintenaient la ville du côté paradoxal de la vérité. Les âges sombres sentaient la vapeur plus souvent qu'on ne le pense, et la mémoire, qui a oublié cette odeur, n'a retenu que l'empreinte sur la porte. Dans les villes, où les métiers s'étendaient en une bande continue le long des canaux, la propreté ne se limitait pas aux bains et aux blanchisseries, mais s'étendait également aux ateliers, où l'eau faisait partie intégrante de la production. Les tanneurs gardèrent leurs cuves loin des puits d'eau potable et s'engageaient par écrit à fermer les dérivations les jours fériés. Les teinturiers recevaient l'ordre de rincer les tissus en aval des ponts et de ne pas jeter les restes de colorants dans le fossé commun, sans les diluer. Le même livre consignait discrètement les infractions, les maîtres artisans, le montant des amendes en toutes lettres, les mentions de récidive, les notes fragmentaires des gardiens de quartier sur l'odeur et la couleur de l'eau. Dans les quartiers exigus, cela ressemblait à une lutte contre la marée, mais les citadins repoussaient patiemment les limites, ajoutant des clapets, approfondissant les canaux, déplaçant les ponts un demi-sagène plus bas en aval. La fatigue ne composait pas d'hymne, mais les rares semaines sans plainte étaient vécues comme une fête dont personne ne parlait, car elle était créée par les seaux et les tisonniers quotidiens. Là où l'eau est lente, les gardiens des puits sont plus visibles. Ces adultes ne sont pas des héros, mais des comptables des sources. Ils vérifient les couvercles, nettoient les seaux, surveillent les échelles, font cliqueter leurs clés à l'aube et notent qui a mis un seau sale dans une ouverture propre. Ils sont nommés pour 1 an, parfois plus, et on leur demande des comptes si le puits commence à sentir mauvais. En cas d'alerte, ils ont l'interdiction de laisser les files d'attente trop denses afin que la sueur ne coule pas en filet sur la pierre et ne transforme pas l'endroit en une mare permanente. Le temple voisin rappelle les processions et le bureau rappelle les heures de rinçage en contrebas. L'accord ne se fait pas par des mots, mais par la coïncidence des horaires, où chaque interdiction s'explique par le parcours de l'eau et non par le mépris de l'eau en tant que telle. Les coopératives de bains publics vivent à la croisée de la chaleur et de la routine médicale. Certains jours, elles remplacent les pierres chaudes et essuient les étagères avec de la lessive. D'autres jours, elles invitent un médecin adulte à examiner ceux qui peuvent prendre un bain de vapeur et ceux qui ont plutôt besoin d'eau chaude et d'un frottement à sec. À l'entrée, un tableau d'horaires est affiché et le gardien veille à la séparation des flux. Lorsque la ville ordonne la fermeture, la coopérative ne se disperse pas. Une partie va vers les chaudières de la cour pour faire bouillir le linge, une autre reste dans l'entrepôt pour sécher les cendres pour les blanchisseuses, une autre, encore, enlève les scories et nettoie les gouttières afin de ne pas repartir de zéro après l'alerte. Une légende tardive a sorti ce cycle de son contexte, transformant le sceau sur les portes en un signe d'éternelle saleté. Le papier objecte froidement avec les dépenses. Combien de bois a été utilisé pour les chaudières de la cour? Combien de cendres ont été distribuées selon les listes? Combien de clapets ont été achetés pendant que les hammams étaient silencieux? Les itinéraires des blanchisseries sont tracés aussi rigoureusement que les lignes du marché. Certains jours, le rinçage n'est autorisé que dans les canaux inférieurs où le jet emporte la boue. En été, des avertissements sur la chaleur étouffante sont affichés
afin de ne pas transformer le fossé supérieur en une bouillie stagnante, et en automne, les contrôles sont renforcés, car la pluie ramène tout en suspension. Les blanchisseuses adultes vivent en harmonie avec ces changements, déplaçant les bacs, transportant les tonneaux, faisant bouillir la lessive sous un auvent lorsque le vent souffle les cendres. Leur travail ne ressemble pas aux blagues sur les siècles obscurs. Il s'apparente plutôt à la logistique de l'eau, où chaque erreur se traduit par une odeur dans la rue et une inscription étrangère dans le registre des amendes. Là où la ville borde les champs, l'assainissement est de nature routière. Les fosses d'aisance ne se remplissent pas pendant la nuit si le charretier vient à l'heure prévue et ne provoque pas d'inquiétude si les couvercles sont recouverts de toile. Sur les routes de contournement, des panneaux temporaires interdisent de déverser les déchets sur les talus, car la pluie les ramène dans le fossé. Les porteurs d'eau puisent l'eau à tour de rôle et placent des croix de charbon sur les tonneaux afin de savoir quels récipients sont propres et lesquels doivent être rincés. Pendant les semaines d'épidémie, ces règles sont renforcées: interdiction de déverser à proximité, transfert des itinéraires vers des cours d'eau plus éloignés, fosses supplémentaires pour les scories, rondes nocturnes des gardiens. Tout cela semble triste, car le travail remplace le bruit habituel du hammam, mais c'est précisément cela qui montre que la fermeture des bains est une mesure sanitaire et non une vision du monde. Le silence urbain cache une autre vérité dérangeante. La propreté est une habitude coûteuse. Lorsque le bois se fait rare, les décisions concernant les bains sont prises comme des problèmes économiques. Réduire les heures d'ouverture sans perdre le rythme de changement d'eau, distribuer du charbon à condition de nettoyer les tuyaux plus souvent, conserver les heures gratuites pour les adultes pauvres, mais les déplacer vers des endroits moins fréquentés. Ces mesures ne marquent pas les esprits, car elles ne donnent pas lieu à des images frappantes. Elles sont remplacées par des caricatures, plus simples qu'une ligne sur l'achat de balais. Pourtant, ce sont précisément ces balais qui empêchent les étagères de coller et garantissent que l'eau en dessous est courante et non stagnante. Dans les ruelles étroites, des changements perceptibles se produisent lorsque les caniveaux sont creusés d'une paume et que de nouveaux couvercles sont posés. Cela peut sembler insignifiant, mais les plaintes diminuent et les blanchisseuses se disputent moins avec leurs voisins. Une autre fois, on modifie le calendrier d'ouverture des vannes afin que la vidange du soir ne coïncide pas avec le retour de la procession, et les lettres plaintives adressées à l'administration se font plus rares. La logique sanitaire remporte rarement des victoires spectaculaires. Son atout, c'est la répétition. Elle rend la saleté ennuyeuse mais gérable, et cet ennui est moins désespérant que la caricature de l'odeur éternelle. Le mythe contre le papier est particulièrement virulent lorsque la morale entre en jeu. Les pamphlets tardifs préféraient associer le bain à des loisirs suspects et la lessive à l'impudence dans la rue. Les ordonnances mettent quant à elles l'accent sur d'autres aspects. Elles punissent le détournement de l'eau, le mélange des eaux usées et des eaux potables, les couvercles de tonneaux ouverts près des puits, les cendres jetées sur la chaussée, le rinçage au-dessus des canalisations, le stockage de laine humide près des gouttières. À l'intérieur des bains, on veille au silence et à la séparation des heures. À l'extérieur, on veille à ce que la vapeur ne s'échappe pas dans la rue par les portes ouvertes. On fait bouillir le shélock plus longtemps lorsqu'il fait chaud et on descend les bacs lorsqu'il y a une forte odeur. Il ne s'agit pas d'un débat propreté contre vice, mais d'un tableau des courants. Les adultes dans ce tableau sont des porteurs, des chauffeurs, des blanchisseuses, des gardiens, des artisans et des scribes, et non des personnages aux extrêmes pittoresques. Les villes, où le commerce relie les quais au marché, respectent les règles sanitaires dans le cadre de l'ordre maritime. Des étiquettes colorées sont accrochées aux tonneaux d'eau potable, des échelles sont installées sur les passerelles en cas d'alerte, les tonneaux des navires sont fermés par 2 couches afin de ne pas les confondre avec les bacs à linge. Les blanchisseuses ont le droit de travailler sur les pontons inférieurs,
où le courant est plus rapide et savent clairement que mélanger les eaux usées avec l'eau potable des navires est passible d'une amende. Cela peut sembler être une minutie insignifiante, jusqu'à ce que l'on se souvienne de l'exiguïté des marchés. Un seul tonneau renversé au mauvais endroit, et l'odeur persiste pendant des semaines. Dans les cours froides des monastères, l'hygiène est différente, mais l'objectif est le même. Les auberges pour voyageurs nourrissent et donnent de l'eau chaude aux voyageurs adultes à certaines heures, et les règles fraternelles prescrivent de se laver les mains avant d'entrer dans la boulangerie et de sécher les chaudrons après la cuisson. Les infirmeries gardent en réserve de l'eau chaude pour les compresses, et le lavage du linge est transféré dans des pièces éloignées afin que l'humidité ne pénètre pas dans les cellules. Quand on murmure à l'extérieur que personne ne s'est lavé depuis des siècles, ces murs répondent par une odeur de chaux et de tissu humide. Ils ne font pas de vagues, mais ils donnent un journal intime de petites règles qui, mises bout à bout, forment une grande stabilité. Au lieu de légendes colorées, le registre montre les mécaniciens de l'eau. Un adulte nettoie le sable du bac, un autre répare le couvercle du tonneau de drainage, un troisième transporte les scories à la périphérie, un quatrième note dans le journal qu'aujourd'hui, ils ont fait bouillir plus longtemps. Les jours d'alerte, les gardes ferment les passerelles et le flux de la propreté domestique s'écoule vers des rivages lointains. Ces mouvements sont invisibles depuis le futur, où il ne reste qu'une image avec une porte scellée. Mais ce sont eux qui expliquent pourquoi l'odeur ne montait pas jusqu'à la foire chaque semaine et pourquoi le linge était plus blanc qu'il n'aurait dû l'être dans une caricature. Une autre habitude qui ne prête pas à rire est le respect des horaires. Les sons de la cloche n'appellent pas seulement à la messe. Ils indiquent quand on peut sortir les ordures, quand fermer les volets, quand ouvrir les poubelles après la pluie. Toute tentative de prendre des raccourcis se solde par une ligne dans le registre des amendes, et cette ligne nourrit ceux qui achèteront demain de nouveaux couvercles et graisseront les charnières. Les adultes qui vivent à ce rythme se considèrent rarement comme des défenseurs de l'hygiène. Ils veulent simplement que leurs rues ne sentent pas plus mauvais que d'habitude. Et ce pragmatisme, aussi étrange que cela puisse paraître, résiste mieux à la pression du mythe que les grands discours sur la propreté. Lorsque l'alerte est levée, la ville redonne vie au bain public, non pas avec des fanfares, mais avec des réparations. On vérifie les pierres, on remplace les seaux fissurés, on nivelle les sols, on installe de nouvelles aiguilles sur les cadrans des horloges, on jette de la cendre fraîche dans les bacs à lessive. Les adultes font à nouveau la queue et la file avance lentement, comme l'eau dans un canal, sur la pierre, devant le clapet, sous le pont, plus loin, là où la lampe à pétrole est remplacée par la lumière et la caricature odorante par le travail. Chaque pas de cette file d'attente confirme cette idée simple qui n'a pas sa place dans une légende joyeuse. Le Moyen Âge, sale, était propre dans la mesure où le permettèrent le combustible, l'ordre et l'exiguïté. Et si cette phrase est moins brillante qu'une anecdote, c'est parce que la propreté n'est pas un événement, mais une discipline obligatoire pour chaque cour, chaque boutique, chaque étal et chaque personne qui s'est levée tôt pour arriver à temps à la fenêtre ouverte du hammam. Dans l'espace étroit entre les ateliers et les cours, vivent ceux dont les mains sentent constamment la lessive. Les savonniers font bouillir un mélange épais à base de cendre et de graisse, le versent dans des moules en bois et le font sécher sous des auvents, où le vent ne disperse pas les cendres dans les fissures. La ville impose de garder leurs chaudrons loin des puits d'eau potable, de mettre des clapets sur les bacs et d'acheter les restes de lessive aux chauffeurs afin que les matières premières ne soient pas perdues. Les blanchisseuses achètent ces morceaux pour une somme modique et notent dans des cahiers la quantité utilisée pour la lessive quotidienne. Lorsque l'inquiétude est grande, les savonniers sont obligés de travailler porte close et de nettoyer plus souvent les gouttières, car l'eau savonneuse épaisse est tenace et adhère à la pierre.
Cette ténacité rend la propreté visible. Des chiffons blancs suspendus à des cordes, des sols brillants d'humidité, des planches sans dépôt graisseux. Mais en même temps, cela se traduit par une amende si des éclaboussures se retrouvent sur la partie surélevée du fossé. Les parties discrètes des murs de la ville, où personne ne cherche la beauté, en disent plus long que les vitrines. Là où les couvercles des évacuations latérales sont cloués à la pierre, on voit à quelle fréquence ils ont été ouverts. Les charnières sont graissées, les rebords sont noircis par la fumée, les planches sont légèrement courbées par l'humidité. Les gardiens de quartier notent les jours de graissage et les noms des personnes responsables des couvercles. Pendant les semaines pluvieuses, il est interdit de les laisser entr'ouverts afin que le flux ne s'inverse pas. En cas de débordement, le lendemain, ils viennent avec des planches, soulèvent les seuils et nivellent la gouttière. Le trésor public n'aime pas ces rangées, car elles nécessitent du bois et du travail, mais sans elles, la boue revient dans la cour en une demi-heure. Dans la légende, la boue pousse toute seule. Dans le document, elle pousse là où le couvercle fermé n'est pas bien fermé et où le clapet n'est pas complètement fermé. Les noctambules de la ville vivent à un autre rythme. Leur parcours commence lorsque tout le monde essaie de fermer les fenêtres et de fuir les odeurs. Dans leur carnet, il n'y a pas de mots forts, seulement des rues, des cours, des volumes, des notes sur les livraisons aux champs communaux. Ils sont payés à partir du même panier que celui où sont versées les amendes pour les couvercles ouverts et la paresse au niveau des poubelles. Cette relation n'est pas romantique, mais elle maintient l'équilibre. Celui qui enfreint la règle paie, celui qui paie est débarrassé, celui qui est débarrassé ne pollue pas l'air près du marché. Lorsque l'inquiétude concerne la maladie, leur chemin s'allonge jusqu'aux ravins lointains, et la ville leur fournit des toiles pour les couvercles et de la graisse pour les charnières, afin que les tonneaux ne s'ouvrent pas sur les bosses. Le mythe passe ces personnes sous silence parce que leur travail détruit l'image d'une odeur passive. La presse les nomme parfois, comme on nomme ceux qui sortent littéralement la ville du trou chaque soir. À travers les cours et les caniveaux, on peut observer une autre régularité simple. La carte des plaintes et la carte des égouts coïncident plus souvent qu'on ne le pense. Là où le caniveau est plus haut que nécessaire, l'odeur persiste plus longtemps. Là où le propriétaire n'a pas été paresseux de déplacer le seuil et d'abaisser la planche, les plaintes sont moins fréquentes. Dans un cahier, un voisin se plaint des blanchisseurs, dans un autre, des tanneurs, dans un troisième, de l'auberge qui a déversé de la graisse sur les ponts. Mais ce n'est pas la querelle qui intéresse l'administration, mais le parcours de l'eau. Elle ordonne de déplacer les auges plus bas, inflige des amendes, oblige l'auberge à placer un tonneau sous l'évacuation et à verser de la cendre pour lier la graisse, et ordonne aux tanneurs de garder les couvercles fermés pendant les jours fériés. La rigueur de l'écologie ici est plus ancienne que les discours sur la science. Elle ne préserve pas la nature en tant qu'idée, mais le puits en tant que récipient. Les bains, lorsqu'ils ne sont pas fermés, fonctionnent comme un mécanisme en mouvement. Les adultes se dispersent à heure fixe, les chauffeurs changent les pierres, les gardiens surveillent la porte pour que la vapeur ne se transforme pas en fumée dans la rue. À l'intérieur, règne un silence sonore, régi par des règles: ne pas ouvrir les portes en grand, sécher les sols, laver les draps à la lessive, ne pas apporter de bougies grasses dans le hammam pour que la suie ne colle pas aux pierres. Le médecin de la coopérative, si la ville en a les moyens, note dans un registre à qui la vapeur est bénéfique et à qui il vaut mieux donner de l'eau chaude sans surchauffe. Lorsque l'ordre de fermer les portes à cause d'une épidémie arrive, la coopérative se divise en plusieurs groupes, comme nous l'avons déjà mentionné. Certains vont vers les chaudières de la cour, d'autres vers les entrepôts de cendres, d'autres réparent les gouttières. Dans les lettres, des années plus tard, il ne restera qu'une courte ligne scellée, mais à côté d'elle se trouvent toujours des lignes plus épaisses, des lignes sur la façon dont la propreté était apportée dans les cours,
dont les affaires étaient souillies sur les feux des autres et dont la vapeur était renvoyée dans les pierres sans héroïsme. Sur les marchés, où se côtoient les étals de poissons, de viande, de laine et de sel, les règles sanitaires s'entremêlent discrètement avec les balances. Les billots de découpe sont éloignés des canalisations, le sang est recueilli dans des cuves pour ne pas se déverser dans le fossé commun, le sel est conservé dans des caisses fermées et non dans des bacs ouverts près de l'étal. En cas d'infraction, ce n'est pas le tonnerre qui gronde, mais une amende, mais cette amende a des conséquences. Cette pièce se transforme demain en couvercle, cette amende en nouveau seuil sur le quai, cette inscription en sortie du gardien qui vérifiera si le vent n'a pas renvoyé les éclaboussures vers les passerelles. Quelques simples accords suffisent pour que le tableau devienne moins caricatural. La saleté n'est ni une vertu ni une fatalité, c'est un ennemi éternel avec lequel la ville négocie par le biais du budget. Dans les endroits où la ville se nourrit du fleuve, on voit encore autre chose. Des marques de charbon sont apposées sur les tonneaux destinés à l'eau potable, des gardes sont postés près des pontons, des chaînes sont installées près des escaliers, afin que ceux qui aiment se simplifier la vie ne descendent pas les auges dans l'eau destinée à la gorge. Les lavandières ont le droit d'accéder au ponton inférieur où le courant emporte la boue et supporte les longs trajets aller-retour. Lorsque l'alerte est donnée, les escaliers sont retirés et les utilisateurs des tonneaux restent à l'écart jusqu'à ce que les personnes inscrites sur les listes notent que l'eau est potable. Il est plus facile de se moquer après coup en regardant la photo du quai fermé. Il est plus difficile de lire à côté la page où sont inscrits les noms de ceux qui ont parcouru toute la ligne de ponton avec des couvercles et des clés et ont redonné à la ville sa confiance dans l'eau. Les puits eux-mêmes semblent rarement être au centre de l'histoire, mais sans eux, il n'y aurait pas d'histoire. Chacun a un gardien, parfois deux, parfois plus, qui change chaque année afin que le pouvoir ne stagne pas. Il vérifie les seaux et les crochets, surveille les couvercles, chasse ceux qui viennent rincer leurs écuelles à proximité. Pendant les jours fériés, ils deviennent les gardiens silencieux des files d'attente. En cas d'alerte, ils deviennent les gardiens des couvercles. Et si une odeur se dégage soudainement du puits, une marque apparaît dans le registre à côté de leur nom. Ils n'ont pas vérifié, ils n'ont pas fermé, ils n'ont pas chassé les mains étrangères. La ville est injuste dans ces endroits. Elle exige un calme impossible de la part de personnes dont le travail consiste en une agitation constante. Mais c'est précisément cette surcharge qui fait de la propreté une réalité et non un vœu pieux. Le mythe des siècles non lavés aime les longues ombres, tandis que le document aime les marques courtes. La fermeture, c'est l'ombre. Les dizaines de détails de part et d'autre, ce sont les marques. Là où les portes ont été fermées, pour éviter que les gens ne s'entassent et ne respirent les uns sur les autres dans le hammam, on a simultanément fait bouillir le linge, barré les bacs, distribué de nouveaux couvercles, transféré le rinçage vers le bas, nettoyé les pierres, séché les sols, graissé les charnières, déplacé les passerelles. Si, plus tard, il semble que la porte est scellée et que c'est tout, cela signifie que la page a été lue en diagonale. Une lecture correcte est plus lente qu'un mème. Elle écoute le grincement des charnières, compte les brassées de bois, note les dépenses, remarque la fréquence à laquelle la main du gardien se pose sur le loquet. Dans cette chronique sobre, il y a aussi de la place pour une cruauté fatiguée. Lorsque les caisses se vident, la ville se rétrécit et réduit les effectifs, et les plaintes se multiplient, comme c'est toujours le cas lorsque l'artisanat est sous-financé. Les amendes augmentent pour combler les trous, le mécontentement se multiplie, et dans ces vagues, on reconnaît douloureusement une réalité familière. La propreté coûte cher, et quand l'argent manque, l'ordre se désagrège plus vite qu'il ne revient. Mais même pendant ces semaines-là, la machine ne renonce pas à son habitude de bouillir et de sécher. La ville
ne se laisse pas envahir par la saleté. Elle vit avec elle comme avec le mauvais temps, en mettant des bâches sur les couvercles, en graissant les charnières et en maudissant entre ses dents le bac qui s'est encore bouché. Ce n'est pas l'éclat qui devient une fête, mais l'absence d'odeur. Personne ne le photographie, car il est difficile à remarquer. Plus loin, des détails privés, mais révélateurs. Dans les maisons où les logements sont exigus, des pancartes indiquant les heures auxquelles sortir les ordures sont accrochées aux portes afin d'éviter de croiser les voisins face à face devant la poubelle. Dans les cuisines, on garde des seaux séparés pour la lessive et pour les ordures afin de ne pas répandre une odeur âcre. Dans les hammams, on pose des pierres sur les toiles afin de faciliter le nettoyage des étagères et on ne balaye pas les cendres dans le passage commun, mais on les met dans des boîtes fermées. Dans les cours, on construit de petits auvents avec des planches afin que le linge sèche non pas au-dessus de la poubelle, mais un peu à l'écart. Le soir, dans les églises, on lit des annonces sur les changements sanitaires et les paroisses veillent à ce que les mots parviennent aux boutiques et aux cours. Pas de grands gestes, mais beaucoup de petites actions qui, comme des planches courtes, assemblées pour former une passerelle, contribuent à la propreté de la ville. C'est pourquoi le résultat ne ressemble pas à une avancée. La réalité ne justifie ni la propreté vantée, ni la saleté ostentatoire. Elle est obstinée et répétitive, elle sent la fumée et la laine mouillée, la lessive et la chaux, et son sentiment principal est un calme inquiétant. Au quotidien, les bains fonctionnent jusqu'à ce qu'ils soient fermés pour rompre les contacts. Les blanchisseuses font bouillir le linge dans les cours lorsque les portes sont scellées. Les gardiens font couler l'eau en aval pour qu'elle ne retourne pas à la source. Les gens de la nuit emportent le surplus là où il devient engrais. Les marchés conservent le sang dans des cuves et la graisse dans la cendre. Les savonniers font sécher des pains gris et mous qui blanchissent les manches. Tout cela constitue des remparts fragiles, mais résistants contre les odeurs et la contagion. Ces remparts n'ont rien de pathétique, mais ils sont soumis à une discipline rigoureuse, et cette discipline explique clairement pourquoi le Moyen-Âge sale se lavait. Il ne pouvait tout simplement pas survivre autrement dans l'étroitesse de la ville, où un seul égout à ciel ouvert déterminait l'ambiance de la rue, et où un seul clapet non nettoyé rendait audible ce que tout le monde voulait oublier.